Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, nous allons parler médecine et à ce titre, je reçois le docteur Christian Hugues à qui je dis tout à fait bonjour. Bonjour Monique Nakache. Alors, docteur Hugues, vous êtes de formation cardiologue, médecin vasculaire. Médecin vasculaire. Et vous arrivez, je dois vous féliciter, avec un prix, le prix Littré 2018, avec un très très bon livre, Médecin au cœur des hommes, qui a paru chez Amfortas. Alors, vous partagez entre deux activités, je dirais même trois. Vous avez le cabinet, vous avez le côté hospitalier et vous avez la défense ordinale. Donc nous allons commencer déjà par votre pratique de la médecine et puis tout de suite par vos études médicales. Alors, docteur Hugues, je vous donne la parole. Eh bien, merci. Vous faites trois parties dans mon activité. En fait, je n'en vois qu'une seule. C'est celle de la souffrance des hommes, de l'homme en général, avec un H majuscule. Et c'est ce qui motive finalement mon activité principale. Ma vie a commencé à 20 ans dans la douleur, puisque je perds mon père un jour de Noël. Tout ça, c'est des événements qui sont très marquants. Il a eu le temps de m'inculquer un certain nombre de valeurs morales et humaines sur lesquelles je me suis appuyé pour me construire en tant qu'homme, à mon tour. Et en particulier, l'une d'elles, c'était un peu d'orgueil de ne rien demander à ma mère et de me débrouiller tout seul pour faire mes études. Et donc ça, c'était les 20 premières années de ma vie. Les 20 suivantes, je les ai consacrées à ma formation médicale, et c'est là que j'ai finalement compris que j'avais un rôle à jouer vis-à-vis de la souffrance des hommes en général, et c'est ce qui m'a motivé dans la suite de ma carrière et dans son épanouissement. J'ai rencontré à ce moment-là un homme remarquable, exceptionnel, le professeur Fabiani, qui a guidé mes pas, qui, outre le fait d'avoir une grande culture et une dextérité exceptionnelle, puisque c'est un chirurgien cardiaque, m'a montré ces valeurs humaines qui sont le fondement de tout médecin. Ensuite, à 40 ans, donc 20 ans plus tard, j'ai voulu découvrir l'institution ordinale, celle qui réunit les médecins entre eux, et donc je me suis fait élire, ou j'ai été élu par mes collègues, membre de cette institution, dont je voulais absolument connaître les rouages, parce que on en avait dit à la fois du mal, du bien, et c'était un peu difficile pour moi de faire la part des choses. Je suis donc rentré dans cette forteresse, et là j'ai rencontré un autre être exceptionnel, comme quoi le parcours d'un homme est fait de rencontres. C'est Jean-Marie Farrugia, qui est le deuxième préfaceur de mon livre, et qui m'a appris les rudiments de la déontologie et de l'éthique médicale. Et je me suis rendu compte à cette occasion que derrière la blouse blanche, eh bien, il y avait aussi un cœur qui bat, et que le médecin aussi pouvait être en souffrance. Donc je pense que mes activités sont toutes en corrélation les unes avec les autres. Alors c'est vrai que je cumule une vie libérale avec un cabinet en expansion, parce qu'il y a une pénurie de médecins actuellement, une activité hospitalière et dans un dispensaire, parce que je considère qu'il faut pouvoir donner ses soins à tout le monde et de la même façon. Et puis cette vie libérale, ordinale, parce que je veux me consacrer également à mes confrères. Docteur Hugues, donc, si j'ai bien compris, et puis à la lecture de votre livre, la souffrance humaine, vous l'avez déjà découverte avant même d'être médecin, quand vous étiez, même avant d'être étudiant en médecine, puisque votre père vous a formaté, vous a formé, vous avez travaillé à Broussais et surtout en face, un dispensaire tenu par des religieuses, où vous avez côtoyé ces salles multiples, ces souffrances, ces paravents qui séparaient, ces cris dans la nuit. Oui, le contact d'un jeune, alors d'abord, avant 20 ans, j'ai forcément, comme beaucoup d'entre nous, perdu des êtres chers, des grands-mères, des grands-pères, et ça façonne la vie finalement, et ça n'a rien d'exceptionnel.
Ensuite, j'ai eu la perte de mon cheval, avec lequel je faisais beaucoup de... Cassius, en effet. Et ça a été vécu comme quelque chose de très douloureux pour moi, parce que ça a marqué un tournant, finalement, dans mon activité de loisirs et même de compétition sportive. Et ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose que Boris Cyrulnik a parfaitement décrit, notre confrère psychiatre, qui s'appelle ce merveilleux malheur, autrement dit la résilience. Et ou bien on sombre après un échec, après une douleur, ou bien on se reconstruit et on essaye de positiver pour la rendre finalement bénéfique et en tirer profit. Et c'est comme ça que j'ai construit mes études, c'est-à-dire que à l'adolescence, quand finalement, fin d'adolescence, quand on perd son père un jour de Noël et puis qu'on vous appelle au petit matin en vous disant venez vite, ça s'est aggravé, son état, et on comprend très bien ce qui s'est passé. Et quand on circule dans les rues et qu'on voit ces sapins de Noël illuminés et les gens qui sont probablement en liesse, et puis vous êtes confronté, vous êtes terrifié par tout ce qui va vous arriver, évidemment que c'est des chocs qui s'accumulent et qui finissent par créer chez vous une espèce de carapace, ou en tout cas, au contraire, et c'était mon cas, une ouverture vers la souffrance des autres. Et lorsque donc, durant mes études, j'ai été amené à faire des gardes de nuit un peu plus que les autres, parce que je ne voulais rien demander comme aide financière à ma mère, eh bien, j'ai mesuré toute cette souffrance, et j'ai mesuré à l'époque les salles communes, et notamment celle d'un chirurgien vasculaire réputé à l'époque, où les amputés, malheureusement, la chirurgie vasculaire, ça se terminait souvent par une amputation à cette époque-là. Et je me rappelle de cette salle où il y avait peut-être 15-20 patients, et leurs membres en l'air étaient enrubannés de bandages, etc. Et c'était comme des cierges qui s'élevaient vers le ciel. C'était des cris de souffrance, des membres en l'air comme ça. C'était une horreur, une horreur. Après, dans d'autres circonstances, j'étais dans les salles de pneumologie. Alors là, les gens, des fumeurs atteints au dernier stade d'un cancer du poumon, qui étaient en stade terminal, et les odeurs, voilà. Tout ça, c'est des choses qui marquent un jeune homme de 20-25 ans, et ça le marque pour le restant de ses jours. Alors, on passe, comme on a la blouse blanche, même si on n'y connaît rien, ou pas beaucoup de choses en médecine, eh bien, on a forcément des notions d'humanité à ce moment-là. Et pour le malade, pour celui qui souffre, celui qui a la blouse blanche, c'est celui qui a le savoir, et c'est celui qui va pouvoir l'aider. Et donc, c'est là où, finalement, j'ai commencé à m'approprier la souffrance des hommes, alors que je n'avais aucune compétence médicale, mais je pouvais leur trouver les mots du réconfort et l'apaisement, et passer des heures avec eux à leur tenir la main. Leur tenir la main. Voilà, simplement les regarder et les comprendre. Alors, docteur Hugues, on va parler maintenant de quelque chose de beaucoup plus positif, en ce sens que plus heureux à entendre. Le piano, la musique. Donc, Cassius, ça a été quand même pour vous... Oui. Un épisode très fort. Ça ne vous a pas empêché de former votre fille qui est arrivée au galop et autres. Oui. D'accord ? Et puis, ce qui est très heureux, c'est cette partie que vous consacrez à la musique. Mais je voudrais que ce soit vous qui en parliez. Parce que... Oui. Probablement, chaque être est fait d'acquis et d'inné. Et cette part de piano et de musique que j'ai en moi me vient de mon père, parce que lui-même était pianiste à ses heures. Et en tout cas, il avait ce qu'on appelle l'oreille absolue, l'oreille musicale. Et donc, probablement que j'avais hérité d'une partie de ses talents. Et j'ai néanmoins fait 14 ans de piano classique, imposé par mes parents, comme un bon élève à la Canale, voilà, mais au qui, lycée. par contre, n'ont pas été contre vous quand vous avez découvert... Voilà. Alors, je me suis, à l'adolescence, dans phase de rébellion, je me suis dit, non, moi j'arrête le piano classique, ça m'énerve, etc. Et je me suis mis à jouer du ragtime et à jouer du jazz, et Claude Bolling était à ce moment-là mon héros. À la Canale, on avait à ce moment-là fondé
un foyer où on avait qui existe toujours. Un mini-orchestre. Bon, notre talent s'est arrêté au stade des galas de fin d'année et autres Mais fêtes. Mais par contre, vous avez fait une très belle rencontre. Alors voilà. Qui vous a amené plus loin. Voilà, parce que à la mort de papa, j'ai toujours dans cet esprit de gagner ma vie et de ne rien demander à ma mère, j'allais dans un grand hôtel que je ne citerai pas évidemment en Normandie et je faisais l'été dansant. Et je dois dire que je jouais ce qu'on me demandait, ce que les dames qui prenaient le thé voulaient, les feuilles mortes, etc. Et j'étais probablement à l'époque plus riche que maintenant. Je partais le vendredi soir avec ma petite coccinelle et je revenais le dimanche soir. J'étais nourri, logé, pas payé, mais payé grassement par les pourboires. Par les pourboires, voilà. Et c'était alors très là, suffisant pour la semaine. Une très belle expérience quand même. Malheureusement que j'ai dû interrompre par l'internat et la préparation au concours. Et la première année où j'ai échoué, je me suis dit, je ne peux pas cumuler tout, il faut que je me consacre absolument. Et du coup, j'ai complètement arrêté le piano. Et même maintenant, je ne joue plus. Mais je dis aux auditeurs, ne vous inquiétez pas, parce que je sais que Christian Hugues se promet de reprendre le piano à la retraite. Mais cela dit, il est loin de penser à la retraite. Peut-être, pas tant que ça, on verra. En tout cas, si la santé le permet, c'est vrai que je ne pense pas m'arrêter. Voilà. Et donc, toute cette partie souffrance humaine que vous avez approchée dans des situations qui étaient vraiment parfois pour les patients très alarmantes, les grandes salles de Brousset, les salles multiples, les odeurs, vous décrivez très bien ces odeurs qui restent quelque part en vous. Votre olfactif ne peut pas oublier, d'accord ? Et puis, vous vous installez, et là, vous avez une envie folle de défendre également le médecin, qui lui aussi est un humain. Et vous découvrez quelque part la souffrance du médecin. Absolument. Et le patient a toujours tendance à considérer qu'il est le seul à souffrir et que celui qui le reçoit est une carapace prête à tout recevoir, à tout entendre. Et là, c'est vrai que c'est un peu notre mission. Et c'est un peu le message que j'aimerais délivrer dans ce livre, c'est que le médecin, lui aussi, a sa part de souffrance, et il y a des jours, on n'a pas passé une bonne nuit, on démarre sa journée avec un enfant qui est malade, avec une scène de ménage ou un conflit conjugal, ou avec un accident de voiture, ou avec les bêtises les aléas de la vie, et qu'on n'est pas aussi performant qu'on le voudrait. Le médecin est donc soumis aux aléas de la vie, et n'est pas toujours opérationnel comme on pourrait le croire. Et c'est à ce moment-là, parfois, qu'il est amené à faire des dérapages, ou à être un peu hermétique, à l'écoute des gens, à avoir des gestes inconsidérés, à avoir peut-être des propos inappropriés. Et à ce moment-là, on ne lui fera pas de cadeau. Alors ça, plus le comportement administratif auquel le médecin libéral est soumis, avec ses contraintes, avec ses difficultés, fait qu'aujourd'hui, malheureusement, le terme de burn-out est tout à fait approprié à la situation du médecin, en tout cas libéral, et même salarié, puisqu'il y a encore, je crois, 2 ou 3 jours, un suicide d'un patron en gastro, oui. Voilà, a défrayé la presse et les médias. C'est pas le premier, et quand un médecin se suicide, c'est toujours extrêmement choquant, parce qu'il pourrait le faire avec des médicaments et s'endormir tout simplement. Non. En général, quand le médecin se suicide, il s'offre à la vue de ceux qui l'ont condamné quelque part ou qui ne se sont pas rendus compte de sa souffrance. Alors il se défenestre ou alors il se pend. C'est toujours des circonstances où il offre sa mort à la vue des autres. Et c'est très douloureux pour nous. Alors, le parallèle que je fais dans mon livre avec la souffrance du médecin, c'est que quand on souffre, on n'est plus soi-même, et que du coup, les 7 péchés capitaux qui sont parfaitement décrits peuvent effectivement se calquer. Eh bien, docteur Hugues, ça serait sympa que l'on puisse lire une page de votre livre, si vous le permettez. Alors, j'avais réservé dans le dernier chapitre une page qui résume. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait.
L'homme est sensible au juste et à l'injuste. Il est capable de discerner un schéma d'appréciation d'une situation qu'il élabore à partir de celle de douleur et de plaisir, puis d'avantageux et de nuisible. On passe donc de ce que l'on sent à l'expression de ce qui est utile ou nuisible. Il exprime alors ce qui procure l'une ou l'autre de ces deux sensations, puis adapte une réaction autour du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Comment le patient, victime d'une maladie, ne ressent pas l'injustice d'avoir été l'élu. Autrement dit, la souffrance nous frappe ou la maladie nous frappe les uns ou les autres, sans discernement, et nul n'est épargné. Chers auditeurs, vous aurez compris que le docteur Hugues transmet ici à la fois la passion qui l'anime dans la pratique de sa profession et l'expérience humaine acquise au cours de ses 35 années d'exercice médical et ordinal. Alors un peu moins pour l'ordre, 20 ans. 20 ans, ce qui est quand même déjà pas mal. Et 35 pour la vie médicale, en effet. Donc je rappelle, Médecin au cœur des hommes, qui a paru aux éditions Anfortas avec deux très belles préfaces. La préface du professeur Fabiani et celle du docteur Farrugia. Merci, docteur Hugues. C'est moi qui vous remercie. Nous attendons le prochain parce que je ne serais pas étonnée qu'il y ait un livre en gestation. Vous avez bien raison. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.